Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais effectivement vous présenter la stimulation électrique en courant continu chez les patients qui ont des troubles de conscience. Très bien. Alors, une petite présentation rapide de la stimulation électrique non invasive. On vient de parler de stimulation électrique invasive dans les deux derniers talks. C'est des techniques qui ne sont pas du tout récentes, qui sont publiées depuis qui sont présentées depuis au moins 30 ans, mais qui ont un nombre croissant d'applications, comme vous pouvez le voir sur le graphique en petit b en bas, le nombre de publications sur ces techniques, aussi bien de stimulation électrique ou magnétique, augmente de manière exponentielle. Et c'est des techniques qui, de manière générale, ont une faible résolution spatio-temporelle, mais qui, notamment sur le plan quand même temporel, permettent d'apprécier de se rapprocher de processus cognitifs conscients. Ça permet aussi d'avoir une approche un peu causale, puisqu'on va perturber le système, et en étudiant ce qui se passe après la stimulation, on peut inférer des choses sur les processus cognitifs sous-jacents. En ce qui concerne après la stimulation électrique transcrânienne en courant continu, ce qu'on appelle la TDCS, le D c'est pour direct, c'est quelque chose d'extrêmement simple sur le plan conceptuel, puisque vous mettez deux électrodes, une anode qui envoie où le courant rentre et une cathode où le courant sort, et vous fixez un niveau d'intensité, c'est souvent des niveaux assez faibles, en général entre 1 et 3 mA, et ça permet de modifier l'excitabilité neuronale, changer les gains synaptiques. Le mécanisme d'action, et vous verrez que c'est un des problèmes, est en fait assez mal connu, mais l'avantage que ça a, c'est que c'est facile à mettre en place, qu'il n'y a pas d'effet secondaire significatif. Et puis il y a beaucoup maintenant de recul sur ces techniques, et notamment de l'utilisation dans des pathologies diverses et variées, où justement on a le recul notamment sur tout ce qui est sécurité d'utilisation de ces techniques. Alors, les objectifs pour nous, avec Lionel Nakache, ils sont doubles. Bien sûr, ils sont thérapeutiques, comme on l'a présenté précédemment, et puis comme vous pouvez vous en douter, et ce qui vous intéresse ici. Parce que d'une part, il n'y a pas beaucoup de traitements validés chez les patients qui ont des DOC, c'est pour Disorders of Consciousness, bien sûr, donc les patients qui ont des troubles de conscience. Les traitements non invasifs ont un intérêt aussi, puisque c'est des patients qui sont très fragiles, on en a parlé, et puis donc la facilité de mettre mise en œuvre, avec éventuellement même de l'utilisation à domicile, sont aussi des avantages non négligeables. Il y a aussi toute une partie, on va dire, plus de recherche, plus conceptuelle, sur ce que ça nous permet de dire et de comprendre sur les mécanismes impliqués dans la conscience. Et ces deux parties se nourrissent bien évidemment, et vous verrez que c'est ça qui est intéressant. Alors, si on fait le point un peu sur les études qui sont publiées sur l'utilisation de la TDCS chez les patients qui ont des troubles de conscience, l'article original, c'est un article de 2014 qui a essayé la TDCS donc, sur le cortex préfrontal dorsolatéral, plutôt gauche, mais aussi le cortex précentral, avec un contrôle avec un chat, mais 2 niveaux d'intensité. Et c'était toujours, et vous verrez que c'est un des problèmes, c'est des petites séries de patients. On a déjà parlé de la difficulté d'inclure ces patients-là. Et donc là, sur 10 patients, il y avait 4 patients qui avaient une augmentation significative, enfin une augmentation de leur score de CRS par rapport à la stimulation sham. Sham, ça veut dire qu'en fait, on met les électrodes, on envoie un courant pendant quelques secondes, et puis ensuite le courant s'arrête. Et donc les stimulations effectives, elles sont des stimulations qui durent en général 20 minutes. Donc ça, c'est la première étude, une sorte de preuve de concept, mais peu de patients. Ça a été répliqué de manière assez élégante à Liège, avec l'étude à ce jour qui dispose de plus de patients, 55 patients, toujours une stimulation active de milliampères donc sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une électrode ici pour envoyer le courant, une électrode ici pour le récupérer. Et là, il y avait une séance simplement. L'étude précédente, c'était plusieurs séances. Et vous voyez que sur 55 patients, il y avait 30 patients en état de conscience minimale et 13 patients avaient une augmentation de leur score de CRS après la stimulation, ce qui est quand même considérable. Et chez les patients qui sont considérés en état végétatif ou état non répondant, seulement 2 patients sur les 25 avaient répondu, et cette augmentation a été significative. Alors maintenant, ça c'était une étude avec une seule séance de stimulation, à Liège toujours. Ils ont essayé de voir si la stimulation répétée pouvait être bénéfique. Comme vous voyez que sur l'étude précédente, les patients en état de conscience minimale, et pour des raisons qu'on peut probablement comprendre, de préservation plus importante de réseaux corticaux, au moins structurels, répondaient mieux. Cette fois-ci, ils ont inclus que des patients en état de conscience minimale, 16 patients, et ils ont fait de la stimulation répétée, à savoir 5 séances, donc une séance du lundi au vendredi, avec cette fois-ci toujours un design contrôlé, randomisé. Et cette fois-ci, après une séance unique, vous voyez qu'il y avait à peu près 25% de réponses. Après 5 séances, il y avait jusqu'à 43% de patients qui avaient une augmentation de leur score de conscience. Et cette augmentation a été maintenue donc à la fin de la semaine, et a été maintenue une semaine après.
Alors, c'est des augmentations de 1 ou 2 points de score de CRS. Toutes les études que je vous présente sont sur le plan clinique, sur la CRSR. On a déjà parlé des limites, mais c'est aussi quelque chose d'assez objectivable et qui joue plutôt dans le contre nous, puisque si jamais il y a des augmentations qui ne sont pas capturées par la CRS, on sous-estime l'effet de la stimulation. Et donc, vous voyez que le taux de réponse est maintenu. Alors le problème, c'est que donc, cette étude était très encourageante. Elle a été poursuivie alors, avec le but de transposer ces dispositifs, parce que vous voyez que 5 jours de stimulation, plus le sham, ça fait au moins 2 semaines, plus une semaine entre les deux, ça fait 3 semaines. C'est-à-dire qu'il faut garder les patients hospitalisés pendant plus de 3 semaines à l'hôpital, parce qu'on ne peut pas commencer le jour en plus où ils arrivent, c'est des patients fragiles. Et donc l'intérêt pour une application thérapeutique à long terme serait de faire ça directement dans les centres, voire à la maison pour les patients qui sont en hospitalisation à domicile. Et donc cette étude, encore de Liège, a essayé a fait de la stimulation à domicile en fait. Et cette fois-ci, sur à peu près le même type de design, le résultat, d'un point de vue statistique, n'était pas significatif. On pourrait dire qu'il y a une tendance, mais bon, ça ne savait quand même pas trop utiliser ces termes. Mais il y avait quand même une augmentation des points de score de CRS. Et en fait, si vous voyez le graphique en bas à gauche, c'était le taux d'adhérence, c'est-à-dire en fait, on donne des dispositifs de stimulation aux patients et à la famille au domicile. Et en fait, ils réalisent ou pas les séances chez eux. Et le taux d'adhérence était assez bon, il était de 80 à 90%. Et quand on faisait une analyse, non pas cette fois-ci en intervention traitée, mais en pair protocole, là, on avait une différence qui était significative. Donc, on a quand même un petit signal sur le fait qu'il y a une augmentation des scores de CRS, mais vous voyez sur toutes ces études que significatifs ou non, ils sont modérés. Et ça, c'est quand même un des vrais problèmes. Et puis que c'est difficile à mettre en place en logistique, parce qu'ensuite, de donner un dispositif à tous les patients, c'est quand même assez complexe, même si c'est des dispositifs assez peu coûteux par rapport à de la stimulation du nerf vague ou encore plus de la stimulation intracrânienne. Alors, avec tout ça, vous voyez que, et puis pas uniquement dans le champ de la conscience, l'efficacité de la stimulation électrique transcrânienne, elle est débattue. D'une part parce qu'on ne connaît pas les mécanismes d'action et donc on n'aime pas trop utiliser des choses dont on ne sait pas comment elles marchent, et puis aussi parce qu'il y a une énorme variabilité quand on regarde les études, et des variabilités qui viennent de beaucoup de facteurs, des facteurs qui dépendent du patient, bien sûr, le niveau de vigilance, si le patient par exemple a une infection, a un nouveau traitement, ou tout simplement est fatigué, peut-être que la réponse à la stimulation ne sera pas la même. Sur les processus cognitifs qu'il est en train d'engager pendant la stimulation, si on fait faire une tâche pendant la stimulation, on sait que les effets ne sont pas la même, notamment dans la dépression, que si on fait une stimulation comme ça, sans aucune consigne. Et puis aussi des facteurs peut-être génétiques, et bien sûr, les facteurs les plus importants, c'est l'intensité de stimulation, le positionnement des électrodes, parce qu'on met des électrodes au niveau du scalp, enfin au niveau de la surface, et ensuite on ne sait pas du tout, ou en tout cas très mal, comment se distribuent vraiment les courants, et on peut même avoir des effets qui sont éventuellement néfastes, si en tout cas contraire à ce qu'on veut obtenir, si on stimule des régions, si on, par exemple on inhibe des régions qui sont censées promouvoir l'état de conscience. Et là vous voyez, c'est 4 patients qu'on a stimulés. Vous voyez la morphologie cérébrale, juste sur l'IRM cette fois-ci morphologique, qui est extrêmement différente entre quelqu'un qui a une atrophie massive, mais quand même une préservation d'une différenciation cortex, substance blanche, substance grise à gauche, par rapport à des lésions massives sur la deuxième IRM qui était une anoxie, ou des lésions focales, pariétales ou préfrontales. Alors que chez tous ces patients-là, dans les protocoles précédents, et dans notre protocole aussi, vous allez voir, on utilise le montage préfrontal gauche cortex dorsolatéral gauche et supraorbitaire droite pour leur retour. Et donc, bien sûr, on peut se douter que les effets ne seront pas les mêmes chez ces patients. Sur la prédiction de la réponse, je vais passer nous à nos données qu'on a acquis à la Pitié-Salpêtrière avec Lionel. Alors ça, très rapidement, le EEG, on peut l'analyser de manière visuelle, mais on peut aussi en extraire beaucoup de marqueurs de puissance spectrale, de connectivité. Ça a déjà été un peu abordé dans la matinée, mais c'est comme ça qu'on va, nous, analyser un petit peu les effets de la stimulation électrique transcrânienne. Et on peut, avec tous ces marqueurs, avec des techniques de machine learning, peu importe, essayer de classer de manière automatique l'activité cérébrale du sujet. En gros, on va dire, est-ce qu'avec tous ces marqueurs extraits de l'EEG, l'activité est riche et ressemble plus à celle d'un patient en état de conscience minimale, ou l'activité est plutôt pauvre et ressemble plus à celle d'un patient en état végétatif. Ça, on l'a déjà fait, on sait que ça marche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on dit qu'il y a plus de puissance θ, il y a plus de puissance alpha dans un patient conscient ou en état de conscience minimale. On ne sait pas si c'est quelque chose de causal, si le θ, le alpha sont impliqués de manière causale, notamment aussi la connectivité dans la bande de fréquence θ, comme ça a été présenté avant. Donc nous, on a fait une étude en ouvert. Les patients sont un peu comme à Liège, ça a été dit ce matin, hospitalisés pendant une semaine, et on leur fait toute une batterie d'examens cliniques et de tests. Et là, sur une journée, même sur moins que ça, sur 1 heure et demie, en fait, on les examine
l'examen clinique avec la CRSR, un EG de 5 minutes de repos, un EG avec un paradigme mode ball auditif qui a été présenté, dont on a parlé aussi ce matin, 20 minutes de stimulation avec les mêmes paramètres que la simulation publiée dans les articles précédents, et puis à nouveau le EG, la tâche paradigme auditif et un examen clinique. Et avec ça, on a pu screener sur 1 an et demi à peu près 112 patients. Alors on n'a pas inclus les patients qui étaient ventilés dans cette étude. Maintenant, on a des CPP qui nous permettent de le faire, mais pour des raisons de facilité de réalisation de la CRS, etc. Et puis il y avait 6 patients qui avaient des contre-indications, mais ça fait quand même 66 patients qui étaient éligibles. Et sur ces 66 patients, on a pu en stimuler 63. En fait, c'est 63 patients avec 69 sessions de stimulation. Donc c'est quand même des effectifs qui sont confortables. Et du fait, il y a un patient qui a fait une crise d'épilepsie après la stimulation et qui en fait était épileptique au préalable et qui n'a pas, la stimulation n'a pas aggravé son épilepsie, mais on n'a pas pu analyser son EEG parce qu'il est extrêmement modifié par un tracé post-critique, et un patient en fait qui a été stimulé alors qu'il avait une CRS avec un état d'éveil à 0 et qui est dans le coma, qu'on a exclu des analyses. Donc sur ces 61 patients enregistrés, après les analyses EEG un peu automatisées, on ne pouvait en garder que 58 pour des raisons de qualité des données. Et dans ces 58, on a défini les patients qui répondaient à la stimulation comme étant les patients qui avaient une augmentation de l'échelle clinique CRSR. Donc ça, on en a déjà parlé. Peut-être qu'on sous-estime justement les effets, mais au moins c'est un critère dur qui permet de nous dire ces patients-là se sont améliorés après la stimulation, et 46 patients qui n'avaient pas de changement de l'échelle clinique. Donc ça, c'est la population. C'est des patients qui ont des troubles de conscience assez classiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous voyez qu'il y a 17 TBI sur les 58, 20 anoxies, et puis ensuite quelques accidents vasculaires cérébraux et pas mal d'étiologies autres, comme des hypoglycémies, etc. Comme on a un centre un peu de recours, on a peut-être une surreprésentation d'étiologies un peu particulières. Donc je vous ai dit, il y a 12 répondeurs sur 58, c'est à peu près 20%, ce qui correspond en fait au taux de réponse après une séance unique, donc ce qui valide un petit peu a posteriori le fait que notre réponse évaluée par la CRSR est effectivement une réponse induite par la TDCS. Et chez ces 12 patients, il y en a 3 qui changeaient d'état, et à droite vous voyez les trajectoires individuelles. Vous voyez qu'il y a des patients qui ont des CRS assez basses et qui augmentent, donc qui sont des patients qui sont en état non répondant. Mais vous voyez aussi en haut qu'il y a 2 patients qui étaient en état de conscience minimal, mais sans communication, et qui récupèrent un état de communication. Et donc ça, bien sûr, c'est ce qu'on veut atteindre, puisque la communication permet ensuite d'aborder, bien sûr, ça change tout à fait l'interaction avec le patient. Alors quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quand on a une réponse à la stimulation, on voit que les marqueurs habituels, le θ et la puissance alpha, vous voyez sur la dernière colonne à droite, sont les marqueurs qui augmentent. Donc ça valide l'aspect causal de l'implication de ces marqueurs, de ces puissances spectrales dans les processus conscients, et d'autres marqueurs de complexité, notamment de connectivité. Et je vais vous montrer, ça vous rappelle peut-être une diapo qu'a passé Angela Serigou. Quand on regarde les patients qui répondent à la stimulation par rapport à ceux qui ne répondent pas, qu'est-ce qui les caractérise? Les non-répondeurs n'ont aucune augmentation de la connectivité dans la bande de fréquence θ à aucun endroit du scalp, alors que les répondeurs ont une augmentation significative très importante, et notamment dans la région postérieure et pariétale postérieure, donc ce qui valide de manière causale un peu tous ces marqueurs. Sur le paradigme de Ball, je vais aller vite, mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation. Ce qui caractérise les répondeurs, c'est une augmentation de la composante P300, et notamment P300 tardive, et donc plutôt associée à l'état de conscience, à la prise de conscience. La classification automatique, je vais passer. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Des collaborations diverses pour essayer de comprendre. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, on ne sait pas bien comment se distribue le courant. Et actuellement, on se base uniquement sur des modèles qui sont dérivés, qui sont faits principalement par des industriels, et qui sont des modèles faits à partir de cerveaux de sujets sains. Vous avez bien vu que les cerveaux de nos patients ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, on a une collaboration avec Lucas Parra à New York pour, à partir de l'IRM morphologique de chaque patient, essayer de calculer la distribution des courants dans les différentes régions cérébrales, et essayer de voir aussi la connectivité structurelle avec les faisceaux de substances blanches, avec une collaboration avec Birmingham. Donc les travaux en cours, on a une autre étude de stimulation, cette fois-ci à laquelle participe Jacques, où on fait de la stimulation répétée pendant 1 mois. Donc ça implique d'hospitaliser le patient pendant 1 mois. Et on va essayer de développer cette étude. Pour l'instant, il y a chez Catherine Kiefer, Jacques Lyoté, à la Pitié-Salpêtrière et à Garches. Mais on va essayer de faire cette étude directement dans d'autres centres pour pouvoir augmenter le taux d'inclusion, parce que, comme on l'a dit, c'est très difficile de recruter les patients et de les garder pendant 1 mois. On a des études aussi en session unique. On pourra, si vous voulez
venir en discuter, on pourra bien sûr le faire. Et alors, pour conclure, il y a pour moi, en tout cas d'après cette analyse de la littérature, un intérêt démontré de la stimulation chez ces patients qui ont des troubles de conscience. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est une réponse qui est limitée, qui n'est pas souvent maintenue dans le temps, et bien sûr qui concerne plutôt les patients qui ont un état de conscience initial plus riche. L'efficacité, elle est faible, on ne connaît pas vraiment les bénéfices à long terme, et il y a encore beaucoup d'inconnus. Est-ce que les patients répondent tout de suite? Est-ce que les paramètres de la stimulation sont optimaux? Et en pratique, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une session quand même unique en ouvert, comme je vous ai montré, à chaque patient, pour voir si ensuite on peut les inclure dans les protocoles de recherche. Et l'idée, ce sera ensuite, d'après la connectivité et l'IRM morphologique et structurelle, d'essayer de personnaliser la stimulation en termes d'intensité, en termes de montage et de positionnement des électrodes, avec des techniques de modélisation mathématique pour essayer de cibler les régions qui pourraient être améliorées chez les patients. Voilà, je vous remercie.